Bienvenue dans cette balado en 2 épisodes intitulée « La maltraitance des personnes vieillissantes dans le parc locatif privé, constat sur un problème méconnu ». Cette balado est réalisée grâce à une subvention Dialogue du Fonds de recherche du Québec et en partenariat avec le CREGES, le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale. Je suis Julien Simard, chercheur en gérontologie sociale et anthropologue de la santé. Ce second épisode se penchera davantage sur les recours et les solutions. Qu'est-il possible de faire pour contrer la maltraitance dans le parc locatif privé et plus largement la violence agiste envers les locataires vieillissantes et vieillissants? Nous étions à la fin du dernier épisode en compagnie de David Searle et Julien Delangy, 2 avocats spécialisés en logement. On les retrouve ici. Donc David et Julien, rappelons qu'en 2016, en juin pour être plus précis, était adoptée à l'Assemblée nationale la loi modifiant le Code civil afin de protéger les droits des locataires aînés. Cela faisait suite à un projet de loi déposé par la députée de Gouin d'alors, Françoise David, du Parti Québec solidaire. Donc premièrement, quelles sont les conditions pour bénéficier de ce critère de protection, autrement connu sous le nom de 1959.1? C'est un article qui a été adopté pour offrir une certaine protection contre les évictions et les reprises de logements à certaines catégories de personnes, des personnes aînées, qui rencontrent certains critères. Donc, ce n'est pas tous les aînés qui peuvent en bénéficier. Il y a 3 critères. D'abord, il faut avoir 70 ans ou plus. Il faut avoir des revenus qui nous rendent admissibles à un loyer modique. Et il faut avoir occupé le logement depuis au moins 10 ans. Donc, si on respecte ces 3 critères-là, il ne peut pas y avoir de reprise de logement ni d'éviction pour subdivision, changement d'affectation ou agrandissement du logement. Et ce qu'on remarque, puis je présume qu'on reviendra, mais c'est qu'il n'y a pas que ça comme moyen de mettre fin au droit au maintien dans les lieux, mais c'est ce par rapport à quoi ça protège. Oui, sur l'efficacité, puis sur un petit peu en diagonale là, de ce que disait Julien, là, quand on a le critère justement de qualifier au revenu de la Société d'habitation du Québec, ça devient très difficile pour des acteurs, des intervenants, à savoir c'est quoi exactement qui qualifie. Donc, dès ou encore, donc je pense à moi-même, qui voit très rarement des gens dans cette situation-là, c'est pas mon premier réflexe de savoir exactement c'est quoi les critères de 1959.1. Donc, de devoir trouver exactement quel est le niveau de revenu applicable, c'est pas exactement facile, là. Vraiment pas. Et encore là, donc, il y a un travail de penser non seulement c'est quoi qui est bon pour monsieur, madame, tout le monde, mais encore là, rendre cette information-là accessible. Donc, l'exemple des travaux majeurs aussi, on pourrait en parler davantage. Mais il y a façon de penser, OK, comment est-ce qu'on peut rendre ça plus simple, plus accessible, plus clair pour les citoyens, pour leurs intervenants, pour le tribunal, de rendre des balises plus claires aussi. Parce qu'il y a aussi un enjeu de propriété derrière tout ça, il ne faut pas le nier. Tu sais, ce sont des immeubles qui appartiennent à quelqu'un, ultimement. Donc, il faut qu'il y ait un droit protégé à la charte, contrairement au droit au logement. D'accord. La question qui reste en suspens, à mon avis, c'est à savoir si l'article 1950, est-ce qu'il protège effectivement les locataires âgés de la reprise et de l'éviction, et même en amont de la maltraitance 9.1, est efficace sur le terrain? Qui pourrait être appliqué à leur endroit pour obtenir leur départ réactif. J'ai moi-même interviewé plusieurs locataires qui, bien que protégés par cette disposition du Code civil,
n'en pouvait plus de se faire harceler par la propriétaire et n'avait pas l'énergie d'ouvrir un dossier au TAL et choisissait donc de partir. À mon sens, c'est pas assez efficace. C'est pas assez efficace parce que c'est pour peut-être deux raisons. La première, c'est que c'est restreint en ce qui a trait aux personnes qui sont couvertes. Les revenus qui nous rendent admissibles à un loyer modique, un logement à loyer modique, sont quand même assez bas. C'est des seuils qui dépendent de la région dans laquelle on habite, c'est des seuils qui dépendent du nombre de personnes qui habitent dans un logement, mais règle générale, ça reste très bas. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, aussi, par rapport encore aux critères, c'est que habiter un logement depuis plus de 10 ans, c'est de plus en plus, et c'est pas le cas pour bien des gens, surtout pour les nouveaux arrivants. Est-ce qu'une personne qui est arrivée au Québec, au Canada depuis 5 ans, moins de 5 ans, est moins vulnérable parce qu'elle n'habite pas son logement depuis moins de 10 ans? Depuis plus de 10 ans, non, je pense pas. L'âge encore, il y a une proposition pour que l'âge change. C'est encore là, est-ce que 70, est-ce que c'est trop? Est-ce que ça devrait être 65? Donc, je pense qu'il y a encore du travail qui peut être fait pour qu'on protège plus de gens sur ça. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que ça protège uniquement contre les reprises de logements et les évictions pour subdivision, agrandissement, changement d'affectation. Alors que, ce qu'on voit beaucoup, c'est des situations où il y a des avis d'évacuation pour travaux majeurs qui sont envoyés. Et ça, en principe, ça ne permet pas au propriétaire de mettre fin au droit au maintien dans les lieux. Par contre, c'est souvent, pas toujours, mais souvent utilisé pour ça parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un avis. Parfois même sans avoir tout indiqué au locataire ce que ce type de situation-là implique, c'est-à-dire qu'on doit lui payer un montant d'argent à son départ pour couvrir certains frais. Donc, on envoie ça. Et même quand toute l'information est donnée, on va lui dire, oui, mais là, ce que ça implique, c'est que tu vas faire 2 déménagements. Tu vas devoir partir, tu vas devoir te trouver un logement, tu vas devoir revenir. À la place, moi, ce que je t'offre, c'est 5, 6, 7, 8 000, des fois même moins que ça, dollars pour résilier ton bail pour que tu partes. Et évidemment, comme David le soulevait, beaucoup de personnes, cet article-là, il vise à protéger les personnes vulnérables, ou une certaine catégorie. Et si on est dans cette situation-là et qu'on fait face à une évacuation pour travaux majeurs, on va peut-être être dans la proportion des gens qui vont se dire « Mais non, moi, j'ai pas envie de vivre 2 déménagements. J'ai peut-être pas de ressources autour de moi pour être capable de déménager, de faire un déménagement qui va bien se passer. Est-ce que j'ai quelqu'un qui va m'aider à trouver un logement? Si jamais les frais qui sont offerts par le propriétaire ne sont pas suffisants, que je dois aller au tribunal, est-ce que je vais être prêt à faire ces démarches-là? » Donc, souvent, on va se servir de ça. Et en plus, c'est qu'on va dire aux gens, mais vous allez devoir partir pour 6 mois, 9 mois, 15 mois. Donc, même pas la période normale d'un bail, ce qui est encore d'autant plus difficile le fait de quitter. Et dans les faits, ce que ça a comme effet, c'est que les gens vont tout simplement quitter. Donc, je pense qu'il y a un angle mort là qui n'est pas couvert par 1959.1. D'une part, si on se rend compte effectivement, par exemple, qu'on a un locataire, soit qu'on achète un immeuble où on n'était pas nécessairement au courant de la situation des locataires, on se rend compte qu'un locataire est protégé par l'article 1959.1 et que malgré tout, le locataire est victime de harcèlement, il va peut-être effectivement finir par partir parce que d'un côté, on a peut-être en tête, puis c'est sûr que c'est pas tous les propriétaires, puis c'est probablement loin d'être tous les propriétaires qui ont ce type d'attitude-là envers un locataire, mais il y en a, c'est une réalité. Et on se pose une question qui est peut-être purement financière, de dire, si les démarches que je mène envers mon locataire, qui sont pas très légales, mènent à un recours du locataire en harcèlement,
ce sera peut-être quelques milliers de dollars auxquels je vais faire face. Bon, c'est sûr, il y a le trouble de devoir aller au tribunal, il y a peut-être les frais d'avocat qui viennent avec ça, mais l'effet dissuasif, parce qu'en principe, si on est victime de harcèlement, on peut obtenir des dommages moraux, donc pour les troubles et inconvénients, mais aussi des dommages punitifs. Et il y en a seulement certaines catégories de situations où on peut demander des dommages punitifs, et c'en est une, qui vise à sanctionner un comportement qu'on juge inadéquat, comme par exemple le harcèlement. Mais l'effet dissuasif, si ce à quoi on est condamné, c'est au bout d'une journée d'audience, plusieurs mois d'attente pour un procès, c'est peut-être 1000, 2000 dollars que le locataire doit payer. Et que, par ailleurs, s'il a atteint son objectif de faire en sorte que le locataire quitte le logement, ben c'est certainement pas un coût qui est prohibitif à payer pour avoir un logement qui est libre et avec lequel on peut faire ce qu'on veut. Puis, donc, d'un côté, il y a la condamnation monétaire. Puis si on est victime de harcèlement, on peut aussi demander ce qu'on appelle une ordonnance d'exécution en nature des obligations du propriétaire. Ça, c'est le terme technique pour dire demander au propriétaire de cesser son harcèlement. Ben, il y a encore là un problème, même si on obtient un jugement favorable, il peut y avoir des problèmes avec ça, parce que si le propriétaire ne respecte pas une décision du tribunal administratif du logement qui l'enjoint de cesser de harceler un locataire, ben qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas vraiment d'option, du moins d'un point de vue pratico-pratique. Oui, à la limite, on pourrait aller au outrage du tribunal, mais un outrage du tribunal, encore une fois, c'est le locataire qui aurait le fardeau de faire les démarches. C'est loin d'être simple et ça se fait pratiquement jamais. Il y a d'autres outils. On pourrait, par exemple, dire que le locataire avait une obligation de ne pas me harceler. Non seulement il y avait cette obligation-là dans la loi, mais un jugement lui a intimé de le faire, de cesser le harcèlement. Il ne l'a pas fait, donc je demande à déposer maintenant mon loyer au tribunal parce qu'il ne respecte pas ses obligations. Mais encore là, c'est un processus qui est le fardeau du locataire. C'est lui qui doit faire les démarches. Et encore une fois, en pratique, on n'en voit presque pas parce que c'est beaucoup de démarches et le fardeau de mener à terme ces démarches-là est très lourd. Donc, même si on obtient un jugement favorable qui nous dit le locataire ne doit pas harceler, ben, si le locataire ne s'y conforme pas, dans les faits, c'est difficile de faire respecter le jugement. Donc, et parfois, ça c'est l'autre problème aussi, je trouve, avec les dossiers de harcèlement, puis que les gens aussi, je pense, trouvent avec les dossiers de harcèlement, c'est que c'est un problème de preuve. Comment on fait la preuve de harcèlement? Qu'est-ce qui est du harcèlement? Dans la jurisprudence, la barre, elle est mise quand même assez haute sur ce qui constitue du harcèlement, puis souvent, la façon pour un juge administratif de rejeter une demande en matière de harcèlement, c'est de dire quelque chose comme il s'agit d'un conflit de personnalité, oui, il y a des tensions, mais c'est rien qui s'approche ou qui constituerait du harcèlement. Mais il y a un problème de preuve, surtout si on est une personne, puis là on revient aux personnes aînées, dans une situation de vulnérabilité, qui n'a peut-être pas un entourage autour d'elle. Est-ce que cette personne-là va avoir les outils pour enregistrer des conversations, pour prendre des photos, faire des vidéos, pour ensuite amener ça devant le tribunal? Et non seulement ça, mais accepter que si elle fait cette démarche-là, ça ne va pas cesser du jour au lendemain parce que l'audience va prendre quelques mois, même plusieurs mois avant de se tenir. Donc, il peut y avoir un problème de preuve à dire, mais oui, mais le propriétaire, par exemple, comment est-ce qu'on prouve une attitude? On a tous déjà été face à quelqu'un qui avait une attitude extrêmement agressive, mais après ça, comment est-ce qu'on traduit devant un tribunal quelqu'un qui a une attitude agressive? Oui, mais j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. J'étais là cette journée-là, mais j'ai rien dit. Je lui ai demandé son chèque de loyer comme d'habitude, mais il y a plusieurs façons de le faire. Mais si une personne se sent intimidée, se sent harcelée, puis qu'elle l'est dans les faits, bien, très souvent, ça peut être difficile à prouver. Donc, oui, il n'y a pas malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de solution simple. Et il y a le temps qui nous est consacré une fois qu'on arrive au tribunal. Le temps qui est consacré à une audience sur un dossier
en matière de harcèlement. C'est peut-être pas énorme. On peut se sentir pressé dans le temps au moment où vient le temps de faire notre preuve en tant que locataire. C'est quelque chose de beaucoup moins tangible que, par exemple, un non-paiement de loyer. Est-ce que vous avez payé le loyer? Oui, non, ça c'est simple, c'est facile. On a une preuve, on n'a pas de preuve. Bon, mais c'est quelque chose de beaucoup moins tangible. Donc, même si on veut exercer des recours, même si un locataire est victime de harcèlement, même si on veut exercer des recours, c'est pas simple. Le débat, il est souvent circonscrit autour de la bonne foi du locataire, de la locatrice à mener à bon son projet, et on peut exclure les comportements répréhensibles qui ont déjà eu lieu. C'est quelque chose qui est retenu par la jurisprudence et qu'on pourrait être amené à changer. Je pense que ça serait quand même, ça va de soi. Surtout que quand on a ce genre de comportement-là, on devrait avoir une sorte de présomption. Il faudrait croire qu'une reprise n'est pas de bonne foi. Mais encore là, il reste que ces deux enjeux importants, le droit de la propriété, le droit au maintien dans ces lieux. Un autre, parallèlement, on voit beaucoup d'enjeux d'harcèlement de locataires et vice-versa. Je veux dire, il y a des locataires qui sont harcelants envers leurs propriétaires, mais une chose puis je suis certain que Julien, tu pourras confirmer ta désolation là-dessus, mais les condamnations monétaires ne sont pas à la hauteur pour atteindre un effet dissuasif quelconque. Donc, souvent, ce que je dis aux citoyens, en fait, dans les rencontres, c'est la justice, c'est comme un train. OK? Permettez-moi l'image. Là, c'est un train. Il y a différents wagons. Il y a le wagon reprise du logement, il y a le wagon harcèlement. Il faut envisager amener son propre cours si on veut faire valoir ses droits concernant l'enjeu qu'on soulève. Possiblement faire joindre les dossiers, c'est correct, mais on traite vraiment les enjeux par sujet et il faut espérer qu'effectivement les points que vous amenez là, soient donnés, on leur donne plus d'importance là, pour protéger nos aînés, justement. Donc, il y a clairement des failles dans la manière du tribunal administratif du logement d'appréhender ces situations et en général dans l'accès à la justice pour les personnes vulnérables ou en situation d'exclusion sociale. Retournons maintenant à Mélanie Couture, titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées à l'Université de Sherbrooke, pour comprendre les recours et mécanismes prévus dans la loi lorsque se présentent des situations de maltraitance dans le réseau de la santé et des services sociaux, et si, finalement, cette loi peut s'appliquer au parc locatif privé et dans quelles situations précises. Donc, quand la loi a été adoptée, la loi pour contrer la maltraitance en mai 2017, une des obligations des établissements, et je dois rappeler aussi que cette loi-là a été amendée aussi récemment le 6 avril, donc, cette loi-là disait très clairement que chacun des établissements de santé et services sociaux devait avoir sa propre politique pour contrer la maltraitance pour l'établissement. Et ça, on parle des CCIUS, mais aussi des CHSLD privés. Donc ça, c'est important à comprendre. Et ça, je répète, c'était pré-pandémie. Donc, il y avait déjà l'obligation d'avoir ces politiques-là. Nous avons fait l'évaluation de la conformité des politiques. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait pas mal tous les établissements avaient une politique au 31 décembre 2021 pour les établissements publics, donc les CIS et les CIUS. Alors que la date quand même limite était novembre 2018. Donc, 2 ans après, ça a pris au moins 2 ans avant que tous les établissements publics aient leur politique ou presque. Sauf les établissements anglophones, eux autres, c'était à venir. Pour ce qui est des CHSLD privés, le taux de CHSLD privés qui avaient une politique 2 ans après la date limite était de 39 % pour différentes raisons. Souvent, ce qui a été nommé, c'était le manque de ressources. Et ce que ça veut dire, tous ces éléments-là, c'est que dans cette politique-là, on devait décrire finalement les obligations de l'établissement selon la loi. Et ça l'aidait aussi au niveau de tout ce qui est imputabilité par rapport à la maltraitance. Comprenez que ceci s'applique dans le réseau de la santé et services sociaux et que à ce moment-là, c'est pas nécessairement à domicile pour les locataires âgés. Il y a quand même quelques éléments qui sont importants et qui s'appliquent aussi aux personnes. Donc, c'est-à-dire que
dans cette loi-là, qui a été mise dans la politique, il y a l'idée du signalement obligatoire. Donc, signalement obligatoire, ce que ça veut dire, c'est que les cas de maltraitance doivent être signalés à une instance. Je vais vous expliquer les instances par la suite. Que la personne visée ou qui vit de la maltraitance le veuille ou non. Donc, c'est recommandé de quand même lui demander son consentement parce que normalement, si quelqu'un vit de la maltraitance, la personne doit elle-même faire finalement la plainte. Okay? Donc, signalement obligatoire veut dire que quelqu'un d'autre peut faire la plainte à sa place. Mais là, ici, la loi dit que les prestataires de soins de service, donc les personnes qui amènent des soins directs, eux sont obligés de faire le signalement s'ils voient de la maltraitance. Donc, si la personne, le locataire âgé, est suivi, okay, il peut, par le système de santé, sous certaines conditions, il y a le signalement obligatoire. Donc, avec les amendements à la loi récemment, le signalement obligatoire, il est en place pour les personnes en CHSLD, premièrement. Donc, les personnes en CHSLD, on peut faire un signalement obligatoire. Même chose pour ressources intermédiaires, les RI, et les RTF, ressources de type familial. Ce qui s'est ajouté aussi cette année, le 6 avril 2022, c'est que les personnes vulnérables en résidence privée pour aînés aussi peuvent vivre un signalement obligatoire également. Comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on le fait nécessairement sans le consentement de la personne, mais on peut le faire sans le consentement de la personne visée par la maltraitance. Ce qui s'applique aux locataires âgés dans ce cas-ci, donc si on est à domicile, c'est si le locataire âgé est une personne majeure en tutelle ou en curatelle ou à l'égard de laquelle un mandat de protection a été homologué, à ce moment-là, même s'il est à domicile locataire âgé, il peut avoir un signalement obligatoire fait s'il y a présence de maltraitance. Et aussi, pour toute personne majeure dont l'inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens a été constatée par une évaluation médicale, mais qui ne bénéficie pas d'une mesure de protection. Donc, ce que je dirais pour les locataires âgés qui sont à domicile, il peut y avoir un signalement obligatoire pour ce type de personnes-là. Ceci étant dit, c'est vraiment, comme je disais, les prestataires de services de santé, de services sociaux ou tout professionnel selon les codes des professions qui, dans l'exercice de ses fonctions ou de sa profession, a un motif raisonnable de croire qu'une personne est victime de maltraitance, doit être signalée sans délai. Et là, ce qui est important de comprendre, donc, ces personnes ont l'obligation de signaler, pas les autres personnes. Okay? Donc, la famille, pas nécessairement. C'est vraiment pour les professionnels et les prestataires de services de santé et services sociaux qui ont cette obligation-là. Je veux juste dire que c'est important de comprendre aussi que, compte tenu que c'est des professionnels au sens du Code des professions, par exemple, les comptables, eux aussi, peuvent signaler. Donc, s'ils voient quelque chose de bizarre par rapport aux finances des personnes, donc, eux aussi, ils peuvent signaler également. Pas les notaires ni les avocats, par contre, parce qu'ils seront en conflit d'intérêts, donc eux ne seront pas dans le signalement obligatoire. C'est important à savoir. Donc, si jamais il y a un signalement obligatoire ou que le locataire âgé remplit les deux conditions, comme disait tutelle, curatelle, ou une évaluation médicale démontre l'inaptitude, là, dépendamment de si la personne est connue du système de santé ou pas, c'est pas le signalement obligatoire ne va pas nécessairement au même endroit. Donc, si la personne est connue du système de santé, ça va aller au commissaire local plainte et services du CIS ou du CIUS. D'accord? Sinon, ça va aller à une personne désignée d'un corps de police. Ça peut aller aussi à la Commission des droits de la personne. Ça peut aller également au curateur public, si la personne est connue, et même l'autorité des marchés financiers si la maltraitance est faite par quelqu'un qui est encadré comme un conseiller financier ou des choses comme ça. Mais c'est pas aux personnes, justement, de dire, à qui je suis posée de faire la plainte. Donc, l'idée de base ici, c'est d'appeler la ligne aide abus aînés qui va recevoir l'appel et qui va pouvoir aider la personne à savoir, finalement, est-ce que c'est de la maltraitance?
Ça va permettre à la personne aussi peut-être gérer tout ce qui est émotif, ventilé par rapport à la situation, mais ensuite aussi les diriger au bon endroit pour savoir où la plainte doit être faite, où le signalement obligatoire doit être fait par rapport à la maltraitance. Donc, l'idée, c'est d'avoir un endroit appelé parce que, vous comprenez, le système de santé et le système en général est compliqué. Donc, c'est bon d'avoir quelqu'un pour nous accompagner, justement, pour savoir quoi faire pour les suites. Merci, Mélanie. Donc, si je comprends bien, lorsqu'on parle de recours et surtout de référencement et de plainte à d'autres entités, l'accompagnement est crucial. Maintenant, Sergent Hébert, qu'est-ce que la police peut faire dans ces situations? Les gens n'ont pas d'outils. Les gens ne savent pas comment référer, ne savent pas nécessairement où référer. Il y avait des croyances aussi sur la capacité du travail policier, des croyances qu'on pouvait rentrer, qu'on pouvait sortir la personne, qu'on pouvait, alors que c'est totalement faux. Il y a des contextes, des conditions. Et le but du comité, comme on dit, on met tous nos outils, tous nos leviers en commun pour développer une fiche synthèse qui sera remis aux intervenants. Ainsi, quand il va se passer une infraction ou qu'il va y avoir une situation, les gens vont pouvoir se référer à ça pour savoir que s'il y a une personne dans la situation que j'expliquais tout à l'heure qui ne peut pas bien profiter de son logement, je ne suis pas un spécialiste de la CDPDJ, donc c'est la Commission des droits de la personne. Donc, ils peuvent ouvrir une enquête au niveau de l'exploitation. Donc, c'est pas juste de l'exploitation sexuelle ou financière, là. C'est toute forme d'exploitation. Donc, ça, les policiers ne sont pas sensibilisés avec ça d'habitude. Ou les personnes pensaient, certains, qu'on pouvait mettre des actions, ils appellent ça un 810, donc c'est une infraction, c'est au code criminel. Et c'est comme pour empêcher la personne de rentrer en contact ou pour pouvoir mettre la personne à l'extérieur. Ça se fait une demande au niveau privé, mais certaines personnes pouvaient penser qu'ils pouvaient demander au SPVM et qu'on pouvait faire signer et que le tour était joué. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a peu de corps de police qui utilisent, on appelle le 810 pur, donc pas associé à une autre infraction. Merci, Sergent Hébert. Maintenant, David, à partir du point de vue du Centre de justice de proximité, qu'est-ce qui serait possible de faire? J'aurais 2 axes, ces pistes de réflexion, disons. Premièrement, là, il faudrait penser non seulement à avoir des solutions concrètes, les légiférer, les rendre vraiment claires. Donc, par exemple, dans le cas de ce qu'on appelle les rénovictions dans le contexte d'un travaux majeur, d'avoir maintenant dans la loi actuellement, il n'y a aucunement de mention de c'est quoi, à quoi on devrait s'attendre pour la compensation. On parle d'une indemnité, rien de plus. Donc, on devrait le préciser. Bientôt, on va publier les résultats de recherche des étudiants de la dernière session où on a fait le résumé de c'est quoi les dommages qu'on peut obtenir, par exemple, les indemnités qu'on peut obtenir en matière de travaux majeurs. Donc, de récolter ces informations, d'utiliser la force des étudiants, la main-d'œuvre étudiante, carrément, aux universités pour faire ressortir, parce qu'en matière de logement, ce qui est difficile, c'est que c'est le plus gros contentieux du Québec. Tout le monde qui travaille là-dedans le sait, c'est le plus gros défi parce que c'est monsieur, madame, tout le monde carrément. Montréal représente 30% de tous les logements au Canada et on a juste les gens qui pratiquent là-dedans, on n'a pas la capacité à traiter les données. Donc, de mettre les étudiants vers ça, vers ce travail-là de traitement des données, aussi de penser à comment impliquer le tribunal dans ce travail-là pour peut-être rendre les données plus facilement analysées. Bon, ça, c'est côté données, mais pourquoi j'en parle, c'est qu'une fois qu'on a les données, on peut plus facilement décider quoi faire avec. Parce que là, on navigue un petit peu dans l'incertitude dans le droit du logement. Comme il y a tellement de données, il n'y a pas assez de gens qui le traitent. Une autre solution, mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument avoir plus d'accès à des services. Au centre de justice, on est 4 avocates pour la population de Montréal au complet. On traite environ 1000 dossiers en droit du logement. Évidemment, il y en a beaucoup plus. Donc, est-ce que l'on veut aider les gens? Je pense que oui. Comment est-ce qu'on veut le faire? On n'a pas besoin de nécessairement financer les centres de justice. On peut penser à des collaborations, mais il faut sortir des sentiers battus. Il faut aller à la rencontre des gens parce que même si, Julien le mentionnait tout à l'heure, si on a des plus belles lois, si on n'amène pas à l'attention des gens leurs obligations de part et d'autre, leurs droits de part et d'autre, bien, ça ne sert à rien. Donc, de trouver des façons de rendre l'information accessible,
et de mettre des êtres humains sur le chemin des citoyens pour qu'ils puissent ensuite l'utiliser. Spécifiquement à l'article 1959.1, je pense qu'il faut quand même être réaliste que l'on aide vraiment une population très limitée du Québec. Et ce n'est pas cet article-là sur lequel on devrait mettre tous nos espoirs là, pour le droit des aînés à avoir un accès à un logement digne et raisonnable et à bon prix, et en bonne qualité, etc. Et indemne d'harcèlement. Merci, David. Bref, je constate que beaucoup de travail est encore à faire pour adapter les mécanismes dans certaines institutions, notamment le TAL, pour mieux prendre en compte le phénomène de la maltraitance dans le parc locatif privé traditionnel. Martin, penses-tu que le milieu immobilier et locatif va un jour laisser les personnes vieillissantes tranquilles, entre guillemets, dans leur logement? Est-on prise avec un problème plus profond, même sociétal? Cette forme de maltraitance-là, bien sûr, dépend du fait que les humains sont pas souvent alignés sur leurs principes moraux, mais je voudrais insister sur le fait que la forme d'organisation sociale qu'on a, c'est la logique du profit, et que cette logique du profit-là génère, engendre, nourrit la maltraitance et va même encourager la maltraitance. OK? Pourquoi est-ce que je dis une telle chose? Bien, lorsque les personnes ne sont pas protégées par la loi de façon adéquate, lorsque la loi ne va pas intervenir, lorsqu'il n'y a personne qui va répondre à leurs appels, et non seulement ça, lorsque ces personnes-là qui tentent d'avoir recours se retrouvent face à des nombreux obstacles et embûches administratives, légales, de toutes sortes, je pourrais en nommer une tralée, elles se retrouvent à abandonner face à leur recours, à abandonner le recours possible. Et là, il y a un climat d'impunité qui se crée entre par rapport aux agissements maltraitants des propriétaires. Il y a une impunité, un climat d'impunité, et les propriétaires étant informés du fait qu'ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent sans aucune conséquence, sont encouragés d'utiliser la maltraitance comme un moyen pour faire du profit. Ça peut paraître absolument ignoble de penser une telle chose, que quelqu'un va être encouragé à le faire et va le faire de plus en plus, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas seulement ignoble, c'est que notre société est structurée de telle façon que ça soit possible et que ça soit encouragé. Donc, ce n'est pas simplement une question de comportement individuel, de dire c'est ignoble ce que la personne fait, c'est il faut regarder de quelle façon nos sociétés sont organisées et qui mènent à un encouragement de ce type de pratique-là. Donc, oui, c'est ignoble, mais c'est absolument scandaleux qu'informer de la situation, documenter, et où on fait des représentations auprès des institutions pour changer ça, il n'y a rien qui se passe. Et lorsqu'il n'y a rien qui se passe, on est en train de dire à ceux qui font ces choses-là, continuez, puis vous pouvez même y aller à plein gaz, vous n'aurez jamais aucune conséquence de ce que vous faites. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis que la maltraitance, elle est encouragée par le système actuel, centré sous la logique du profit. Parce que les propriétaires, qu'est-ce qu'ils vont dire face à ces agissements-là? Ils vont dire « Ah, c'est des cas anecdotiques, tu n'as pas la preuve qu'il y en a beaucoup. » Bien sûr que je n'ai pas la preuve qu'il n'y en a pas beaucoup, ils ne s'en vont pas au tribunal, ils ne vont jamais au tribunal. Pourquoi ils ne vont pas au tribunal? Je pourrais nommer tous les problèmes, mais c'est qu'il y a plein d'embûches qui font en sorte qu'ils n'arrivent pas à régler leur situation rapidement. C'est 13 % des locataires qui ont recours au tribunal du logement et 87 % de propriétaires. La majeure partie des demandes que le tribunal administratif du logement traite, c'est pour expulser les locataires qui n'ont pas payé leur loyer. Ensuite, les propriétaires vont dire « Oui, mais garde, là, écoute, là, le locataire il a accepté sa hausse de loyer, c'est consensuel. Le locataire veut la paix. Il ne veut pas se retrouver face à un propriétaire qui va faire des représailles, qui va devenir violent, intimidant parce qu'il n'y a pas sa hausse de loyer qu'il souhaite avoir. Le locataire achète la paix. C'est pour ça qu'il accepte la hausse de loyer. Voyons donc si c'est dans l'intérêt du locataire d'accepter une hausse de loyer abusive par rapport au niveau de l'inflation, puis qui gruge ses revenus fixes. Ensuite, les propriétaires vont dire « Oui, mais c'est parce que moi, j'ai des travaux à faire, il faut bien que je finance ces travaux-là. »
Ben là, attends une minute, là. Tu commences une business, puis tu n'es même pas capable de t'imaginer combien ça va te coûter pour financer tes travaux. J'y crois pas. Quand tu rentres dans cette business-là, tu sais qu'est-ce que ça implique d'investir pour faire des travaux. C'est juste que tu veux faire plus d'argent. C'est juste parce que de la hausse abusive, tu veux plus d'argent. C'est juste que quand le locataire il est âgé puis qu'il paye moins de loyer que les autres autour, tu te dis « Ah, je vais le flipper puis je vais faire plus d'argent ». Fait que la seule raison, c'est la logique du profit. C'est pour ça qu'on accepte ces situations-là. C'était tout pour ces 2 épisodes portant sur la maltraitance des locataires âgés dans le parc locatif privé. Merci à Mélanie Couture, Hélène Bélanger, Martin Blanchard, Sergent Sébastien Hébert, David Searle et Julien Delangy pour leur participation. Au plaisir!